Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Sabine de Confibanane. Comme notre discussion a été particulièrement longue, j'ai décidé de la séparer en deux épisodes. Le premier, donc celui d'aujourd'hui, sera consacré à la photo et à Instagram. Vous apprendrez entre autres comment réaliser un reportage photo, comment organiser vos shootings photos et comment vous détacher de la pression d'Instagram. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie numéro 2, où Sabine fait avec nous le bilan de ses 10 ans d'entrepreneuriat et vous donne ses conseils pour être un entrepreneur à succès. Promis, ça va aussi être un autre contenu super intéressant et très enrichissant. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine de Confibanane qui nous fait l'honneur d'être là. Alors pour commencer, Sabine, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Ouais, bonjour déjà. Et Bonjour. je suis je suis Sabine du blog et du compte Instagram Confibanane. Je suis photographe culinaire, je travaille à mon compte depuis 10 ans, puisqu'on en a parlé, enfin pas avant, mais on va en parler. Et Exact. voilà, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans et je donne aussi des cours de cuisine. Donc c'est-à-dire que j'ai pas que la partie photo, j'ai aussi la partie cours de cuisine dans mon activité, Ah oui, de c'est mon vrai, mais... entreprise. Ouais. Je partage mon temps entre les 2 activités. Voilà. Et trois avec le fait d'être maman, en fait. Donc, C'est ça. donc t'es très multipotentiel, quoi, parce que c'est... Enfin, ça me fait penser à la photo, enfin, à la story que j'avais vue la semaine passée, où on te voyait sur une table en train de faire un shooting photo. Je crois que c'est... Non, c'était bien toi, hein, avec Oui, c'est ça, ton et petit faire à côté l'école à qui la faisait ses maison. devoirs. Ah, c'est vrai que ça doit être quand même un challenge. Mais les cours, du coup, les cours de cuisine t'occupent la moitié du... Enfin, t'occupent à quel pourcentage par rapport à la photo? Alors on n'est pas tout à fait sur la moitié du temps. On est à peu près sur 2 tiers photo, 1 tiers cours de cuisine. Après, c'est assez variable d'une semaine à l'autre. Là, par exemple, on va rentrer, dans les fêtes de fin d'année où il y a beaucoup de cours, beaucoup de demandes. Donc là, ça va être 50-50, on va dire. Mais le reste de l'année, c'est à peu près 2-3 cours par semaine et après le reste en photographie. Donc c'est assez variable d'une semaine à l'autre et suivant les périodes de l'année. Mais voilà, je partage mon temps entre les deux. En fait, mon entreprise, c'est la photo culinaire, mais c'est aussi les cours de cuisine. Mais c'est vrai, j'ai tendance à l'oublier parfois. Enfin, là, c'est bien. Ça va faire un petit rappel. Donc, les cours, c'est vraiment fixe. Comme tu disais, en temps normal, tu as 2 à 3 cours par semaine, fixe. Et comment ça se passe un peu ces cours? C'est sur enfin, j'imagine que ça change en fonction de la saisonnalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors je travaille Oui, alors c'est vraiment en fonction des saisons. En fait, mon atelier est dans un magasin de producteurs, dans un magasin où on vend que des produits locaux et fermiers. Et on travaille avec ces produits-là, donc on travaille énormément en fonction des saisons et avec des produits de saison. Et après, effectivement, les cours sont adaptés en fonction des fêtes qu'il peut y avoir ou en tout cas des thématiques du moment. Donc là, typiquement, on va rentrer dans les bûches, les menus, les apéros de Noël. Voilà, c'est assez variable. On essaye de suivre les saisons au max. Magnifique. Bah là, ça me met l'eau à la bouche. Enfin, il est 9 heures du matin, mais on est toujours partant pour une petite bûche. Et est-ce que vous avez aussi, du coup, j'imagine, des ateliers type vegan, sans gluten, ce genre de choses, ou c'est un petit peu moins le créneau? Non, c'est en cours de développement. On y travaille avec le manager du magasin. C'est une demande qu'on a, donc qu'on cherche à développer. Moi, c'est vrai que c'est pas, enfin, ceux qui me suivent le savent, je suis ni végane, ni, donc c'est pas une cuisine que je maîtrise et c'est pas quelque chose que je propose. Après, j'essaye toujours d'avoir des alternatives. Pendant les ateliers, je demande toujours si les personnes sont soit allergiques ou soit s'il y a quelque chose qu'ils aiment pas ou, enfin, voilà, il y a tellement de possibilités pour de ne pas consommer tel ou tel aliment et je m'adapte toujours, j'essaye de faire des propositions en fonction de manière à ce que tout le monde puisse
s'y retrouver. Et il y a plein de possibilités pour varier. Mais il n'y a pas eu encore de vrais cours typiquement vegan ou des choses comme ça. Mais c'est au programme. D'accord. Trop bien. Bah, je vais là, je vais voir ça, même si bon, je pense que j'habite un peu trop loin de chez toi pour venir tester tes cours. Oui, il y en a Mais un bon, peu loin. si une fois je suis dans la... tu peux rappeler à nos auditeurs où est-ce que tu te trouves, toi? Ah oui, pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Je suis à Pau, donc c'est le sud-ouest de la France. Extrême sud-ouest, c'est le département du 64, donc tout le monde connaît la côte basque très bien en général, là où on part en vacances. C'est le même département, mais c'est un peu plus dans les terres, on va dire. Donc on est Ok. entre la montagne, la mer et l'Espagne. Ah, ça donne beau quand même. Ouais, c'est une chouette région. Ça doit être sympa. Moi, si une fois je vais en vacances, je penserai à tes cours, mais c'est vrai que bah, du coup, voilà, moi je suis basée à Genève, donc c'est pas la porte à côté pour aller faire un petit cours de cuisine, mais en tout cas, bah voilà, pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes à proximité de Pau, eh ben, c'est peut-être le moment de se lancer dans un petit cours de cuisine. Et puis si tu veux, Sabine, tu m'enverras le lien Oui, vers tes cours, et comme ça, je mettrai ça en note de podcast pour les personnes qui nous écoutent. avec Et plaisir. pour... Ah pardon, vas-y, tu voulais ajouter Non, quelque non, je te chose? disais juste avec plaisir, c'est bon. Du coup, maintenant, on va revenir un petit peu plus au sujet de la photo culinaire qui nous intéresse plus particulièrement. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photo culinaire. C'est une très bonne question. Non, je sais pas. J'ai toujours Ah, aimé faire de la photographie depuis petite. J'ai grandi avec des parents qui avaient des appareils photo, qui traînaient à la maison. Donc, j'ai toujours eu des appareils sous la main. J'ai toujours joué avec. Quand j'avais 13-14 ans, j'avais transformé la salle de bain en pièce pour développer les photos en noir et blanc. Donc, je passais mes week-ends à faire du développement photo. mais non, c'est Si, génial. si, ouais, j'ai toujours baigné là-dedans. J'avais voulu faire une école de photo, mais c'était trop cher et je pense que je suis peut-être pas assez motivée aussi. Et ce qui me plaisait dans la photo à la base, c'était beaucoup le côté instantané, prendre les gens dans la rue qui rigolent, etc. Et je sais pas à quel moment ça a dérapé et j'ai fini sur la photographie culinaire. Je pense que c'est quand je me suis remise à cuisiner, à tenir le blog, j'ai eu envie de faire des jolies photos. Et du coup, je me suis intéressée petit à petit à la photographie culinaire c'était vraiment pour mon blog à la base, pour avoir des jolies photos pour mon blog et de retrouver le plaisir de faire des photos, parce que c'est quelque chose que j'avais mis un peu de côté pendant quelques années. Et voilà. Donc, c'est un peu arrivé comme ça par hasard, on va dire. Il n'y a pas de réelle motivation à la base de faire ce type de photos-là. Et la motivation derrière ton blog, c'était quoi? Ce qui t'a poussé justement à commencer le blog? M'occuper. C'est une bonne motivation. Donc, tu as Ouais, commencé à recuisiner un petit peu plus et tu t'es dit, bah tiens, je vais c'est créer un ça. blog pour partager ça. Et le blog, tu l'as Exactement. créé il y a combien de temps du coup? En 2010. Ah oui, Euh, 12 ans. ouais, 2010. Après, je suis pas, je publie pas beaucoup. Enfin voilà, il y a eu des périodes de creux où pendant un an il n'y a rien eu, d'autres où j'étais beaucoup plus prolifique et où il y a eu plus d'articles. Donc c'est 2010, mais il n'a pas toujours été très entretenu. Il y a d'autres blogs qui sont de 2010 qui sont beaucoup plus connus et beaucoup plus alimentés que le mien. Mais ouais, ça fait déjà 11 ans que j'ai le blog. C'est génial. Après, c'est vrai que ça prend vraiment du temps hein, d'alimenter un blog. J'ai aussi un peu cette frustration parce que bah voilà, on fait pas mal de recettes, mais si on veut faire comme il faut les choses, ben créer vraiment un article avec la recette, enfin la recette vraiment au format facilement imprimable, etc. Si on veut expliquer un peu les ingrédients, c'est vrai que ça prend vite Ça plusieurs heures. tient. Alors quand on fait, je sais pas, 10 recettes par semaine ou même plus, c'est impossible de toutes les héberger quoi. Enfin, Non, c'est un temps énorme. Oui, oui, de à faire que moins ça. de rien faire d'autre. Ouais, C'est c'est ça. ça. Mais bon, c'est sûr qu'il faut quand même aussi un peu payer ses factures et tout. Et je voulais savoir en ce qui concerne les shootings photos, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton processus, enfin, comment tu t'organises avant le shooting, le jour J, à la suite du shooting, comment tu gères un petit peu cette organisation? Alors c'est assez variable, on va dire. Ça va dépendre quand c'est pour un client ou quand c'est pour moi. J'avoue que quand c'est pour moi, je vais beaucoup photographier au feeling. En tout cas, même la recette,
je vais ouvrir le frigo ou je vais aller faire mes courses. Je vais prendre des produits que je trouve sympas, qui me plaisent sur le coup. Et arriver à la maison, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Je trouve une recette, je la fais. Si elle est OK, je la prends en photo. Et là, c'est pareil, je vais pas avoir forcément préparé un mood board ou en tout cas réfléchi à ce que je voulais faire. Je laisse plus parler, pas l'instinct, mais en tout cas, j'essaye de faire sans contrainte. Ça me permet à la fois de progresser ou en tout cas d'essayer de nouvelles choses. Et, et les jours où j'ai pas le temps, de rentrer un peu dans la facilité en faisant une mise en place que je sais qui fonctionne. On pose ça là, je me mets en vue du dessus. Moi, j'en fais beaucoup. Et hop, je sais que j'aurai une photo ou deux pour montrer sur les réseaux. Donc ça, c'est mon système de fonctionnement quand je travaille pour moi ou en tout cas quand je veux faire des photos juste pour Instagram pour moi. Quand je travaille pour un client, j'essaye d'être un peu plus organisée. Donc en général, on a un brief client. Quelques jours avant, j'ai un bloc-notes en fait où je sors les feuilles au fur et à mesure et je me note la recette, les éléments importants du brief de manière à rien oublier, à savoir ce que je dois aller acheter. J'essaye de faire les courses 1 ou 2 jours avant de manière à avoir tout de prêt. Et après le jour J, si je peux, je fais la recette aussi en amont, là où les recettes en avance, parce que c'est quand même beaucoup de temps de gagner le jour J si on a en tout cas une partie des recettes qui sont préparées. Et après le jour J, je shoote et j'essaye de faire les retouches en suivant. Déjà parce qu'on a tout mis en place en tête, etc. Et en plus, ça évite de cumuler après les retouches et de plus, enfin, de pas de se mélanger, mais en tout cas, une fois que la photo est faite, je fais les retouches en suivant et le soir, en général, c'est terminé, c'est envoyé au client. Et comme ça, je peux passer à autre chose, je peux passer à notre client, je peux passer à notre shooting et les choses sont carrées. Je laisse pas traîner les retouches pendant plusieurs jours. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'essaye de faire tout en suivant et comme ça, après, à la fin de la journée, ce contrat-là, en tout cas, est terminé et on peut passer à autre chose et pas avoir plein de choses en cours et se disperser. Génial, merci. C'est intéressant comme approche. Justement, moi, je suis encore un petit peu en train de tester par rapport à ça. Est-ce que c'est plus efficace de faire les retouches dans la foulée, comme tu dis, comme ça, au moins, voilà, notre esprit est libéré. Ou alors, pardon, j'entends un léger écho. T'entends quelque chose? T'entends un écho ou pas? Euh, non, ça va. Ah Pour non, moi, c'est bon. super. Parfait, alors on va. Non, je crois que c'est bon, ça a disparu. Voilà, donc j'étais en train de dire, pardon, que voilà, j'étais encore en train de tester un petit peu ce qui fonctionne le mieux. Soit tout faire dans la foulée pour, comme tu dis, avoir l'esprit libre, et puis comme ça, on sait que super, on a fini le mandat client et que c'est fait. Ou alors, bah, regrouper toutes les photos ensemble et ensuite se bloquer une plage de temps pour faire toutes les retouches. Donc c'est vrai que je suis encore un peu en train de tester les deux approches. Mais toi, tu fais ça même si par exemple tu dois shooter juste une photo, enfin juste une recette pour un client, tu le fais quand même dans la foulée. Ouais. Bah, après, tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai un shooting à faire une fois qu'on aura fini l'enregistrement. C'est qu'une photo, et je préfère, en plus, d'autant plus s'il n'y en a qu'une, parce que je vais faire la photo, on va la valider à le client, je fais la retouche, 1 heure après, ils ont les photos et je peux passer à autre chose. Quand c'est quelque chose que quand je vais avoir beaucoup de retouches, ou en tout cas, s'il y a des clients, par exemple, cet été, j'ai shooté pour un client où on a fait plus de 90 photos ensemble dans l'été. Là, on avançait, par exemple, on faisait pendant 2 jours des shootings, c'était à validation. Donc pendant 1 ou 2 jours par semaine, on était en shooting ensemble. Ils validaient au fur et à mesure. Là, je faisais pas les retouches le soir. Déjà, on faisait des grosses journées de shooting. Donc le soir, une fois que j'avais fini, le temps de ranger, etc., j'avais aucune envie de me plonger dans mes retouches. Donc là, en général, on shootait le lundi, mardi et je me consacrais le mercredi, en tout cas une partie de la journée, aux retouches. Et c'était pareil, c'était pour leur envoyer au fur et à mesure parce que je me suis dit, si j'attends d'avoir les 90 photos de fête, c'était des photos où il y avait quand même pas mal de petites choses à corriger. C'était des grosses masses de couleurs. Donc, dès qu'il y avait une tache, ça se voyait. Il fallait tout corriger à Photoshop en plus, etc. Et là, j'ai préféré faire petit à petit, mais je faisais, comme tu disais, je me bloquais une journée dans la semaine pour faire ça. Parce qu'on shootait 10-15 photos sur 2 jours. Donc, après, le soir, j'avais pas envie de repartir sur 7-8 retouches à faire. Mais quand c'est des petites commandes comme ça, moi, je préfère faire de suite. Ça permet. Là, c'est un client avec qui je travaille une fois par mois pour une photo. Donc, je préfère faire la photo. Enfin, on se fixe le jour où on shoot.
je fais la photo, je leur envoie en suivant et comme ça, je suis tranquille jusqu'au mois prochain. Je sais qu'avec eux, c'est fait. Et ça évite aussi de zapper vu qu'il y en a qu'une. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui passe vite d'une chose à l'autre. Je suis un peu dorée et je suis capable de l'oublier, en fait, la photo et que dans une semaine, la cliente me dise: «Oh, au fait, on attend la photo, on l'a pas reçue». Donc là, moi, je fais tout d'un coup. C'est retouché, c'est envoyé et moi, je me libère du temps de cerveau aussi et eux, ils l'ont, dans l'immédiat. Donc aussi, ça permet d'être carré avec eux, d'avoir ce truc-là de fait et puis on passe à autre chose. C'est vrai, tu as raison que d'un point de vue charge mentale, ça peut être une approche intéressante, ça, parce que parfois, quand on a des petites choses comme ça qui nous parasitent un petit peu l'esprit, on se dit justement, faut pas oublier. Donc, soit on oublie, soit justement on a peur d'oublier. Oui. Donc, on faut pas oublier, faut pas oublier. Enfin, là, moi, maintenant, je suis en train d'utiliser un programme, je pense que tu le connais, ça s'appelle Notion. Ouais. C'est un planificateur. Je sais pas si tu utilises ça aussi. Alors, je m'y suis pas mise. En fait, je voudrais faire la formation. Je sais pas si tu l'as faite. Je me rappelle plus. I don't think I feel ou un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, il y a une Alors, oui, formation sur Notion qui a l'air très bien. J'en ai parlé avec Guillaume que tu as interviewé aussi, qui l'utilise beaucoup et qui m'a dit que voilà, c'était très pratique. En fait, moi, j'ai commencé à l'utiliser. Mais c'est aussi le bazar que c'est autant le bazar sur Notion que dans mon cerveau. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à me former dessus pour avoir quelque chose de carré. Là, j'ai fait plein de trucs dans tous les sens et finalement, c'est un bazar monstre. Donc, je suis revenue pour quelque temps à la vieille version papier où je note, etc., tout à la main. Mais le but du jeu, c'est dans mes objectifs là, des mois à venir, de me former sur ce logiciel pour le comprendre et le maîtriser assez rapidement. J'aime pas trop perdre du temps. Et du coup, le maîtriser et pouvoir effectivement l'utiliser parce que je pense que c'est un super outil quand on le maîtrise et en tout cas pour les mood boards ou même pour prévoir les shootings, avoir nos listes de courses ou nos différents mood boards ensemble, les briefs clients reliés, enfin tout ensemble, c'est super. Je pense que c'est un super outil. oui, tout à fait. C'est pratique. Bah, j'en avais parlé avec Eva justement. Moi, j'ai pas suivi la formation dont tu parles, même si oui, je sais que Guillaume la recommande, donc ça peut être intéressant. Moi, j'avais suivi la formation d'un de mes amis qui est coach que je vais interviewer, enfin, dont l'épisode sera aussi prochainement dispo dans mon podcast. Et lui, il a développé un système un peu similaire. Ça s'appelle Livetion. Enfin, en fait, il a créé son propre système en fait dans Notion. Donc aussi assez puissant où tu définis tes objectifs court terme, moyen terme, long terme. Tu peux aussi assigner des contextes à des tâches, par exemple, à faire quand tu es en train d'attendre ou quand tu es dans le bus, dans les transports. Donc, c'est super puissant. Puis, comme tu dis, par rapport aux listes de courses, c'est top aussi parce que parfois, tu notes tes ingrédients. Tout d'un coup, tu te retrouves à proximité d'un magasin et tu te dis, trop bien, en fait, j'ai mon téléphone, parfait. Bon, bah, tiens, je vais vite y aller maintenant. Et alors Ouais. que c'est vrai que parfois, avec le papier, enfin, moi, je sais que j'étais là. Ah non, zut, la liste, elle est chez moi. Enfin, donc, donc, je pense que Sabine, tu vas aimer, mais je suis Oui, d'accord avec toi. Je pense que c'est bien d'avoir une formation parce que sinon, franchement, c'est complexe. Moi, la première fois, j'ai vu ça et bah, ça m'a pris plusieurs mois à l'utiliser. J'étais un peu dubitative parce que c'est immense. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à faire que c'est vrai que sans formation, on peut vite un peu se perdre. Et tu nous parlais de ton shooting du coup de cet été où tu as fait, tu m'as dit quoi, 90 photos oui. pour un client. Donc ça, c'était directement chez le client ou comment ça s'est passé? Non, c'est à distance. Comme je t'expliquais tout à l'heure, moi, je suis du sud-ouest de la France, donc je suis vraiment excentrée par rapport à Paris ou même Toulouse, Bordeaux, etc. Donc moi, je travaille quasiment que de chez moi. Mais là, du coup, après, le client valide sur WhatsApp. Je pense que c'est un système qui est beaucoup utilisé en photographie culinaire. Donc, on fait les photos, on envoie au fur et à mesure au client et il peut corriger, ou en tout cas, soit valider ou dire, ben non, je voudrais un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Donc là, c'est des validations. Effectivement, je parle comme si le client était là. Il y avait un groupe de discussion avec à la fois l'agence, le client et moi. Et du coup, on pouvait valider assez rapidement. Ils étaient très réactifs, donc on pouvait valider les shoots très rapidement et avancer comme ça. Et tu leur envoies sur WhatsApp les photos brutes ou tu Non, appliques déjà t'appliques quand même un petit preset. ouais, je fais des retouches très rapides. Quand c'est pour le même client, effectivement, en général, je me crée un preset pour le client, ou en tout cas, quand on est sur une série, on est sur les mêmes conditions plus ou moins lumineuses, etc. Donc, je fais la retouche. Alors, une retouche rapide, j'explique toujours au client que c'est
voilà, c'est juste une petite retouche rapide qu'il y aura d'autres modifs à faire. Et après, tu sais, je copie la retouche que j'ai fait sur la première photo, je l'ai copiée aux autres au fur et à mesure pour pas avoir à faire la retouche à chaque photo. Et non, jamais la photo brute parce que ça peut créer beaucoup d'incompréhension ou de conflits, ou en tout cas, ils vont dire des choses, ils vont nous faire changer des choses. Et en fait, c'est juste parce que la photo est pas retouchée et que du coup, ils n'ont pas la vision qu'ils pourraient avoir globale de la photo terminée. Génial. Mais c'est vrai que c'est une super bonne manière de procéder comme ça, comme tu dis, d'appliquer un preset, ensuite on synchronise les paramètres pour que ça s'applique à toutes les photos et ça nous fait au moins des photos qui sont sympas, quoi, enfin qui donnent déjà envie. Oui, c'est Et j'ai ça. vu, et j'ai vu que tu faisais aussi pas mal de photoreportages, c'est ça? Ouais, oui, enfin, c'est assez récent. Alors c'est rigolo parce que enfin, c'est rigolo. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis, un petit moment. Je t'en parlais au tout début. Effectivement, moi, je me suis portée sur la photo à la base pour avoir, de l'humain, enfin quelque chose d'assez instantané, prendre les gens sur le vif. Et c'est quelque chose qui me manquait énormément dans la photographie culinaire et qui me manque encore. J'ai pas encore eu ma dose d'instantané. On est vraiment dans quelque chose en photographie culinaire qui est très figé, très statique, très mise en scène aussi, on va pas se mentir, où tout est voilà, au chaque détail, tout est mesuré presque au millimètre. Et voilà, ça me manquait un peu et je pensais de plus en plus à proposer ces prestations-là, mais c'est un peu compliqué quand on l'a jamais fait, quand on n'a rien à présenter aux clients en tout cas, puisqu'on l'a pas fait, et puis savoir comment on va se débrouiller. Et du coup, j'ai commencé par faire des photos là où je donne des cours de cuisine. Comme je te disais, c'est un magasin de producteurs locaux. Je m'entends très bien avec l'équipe et du coup, je partais plutôt là-bas. Et le matin, quand ils mettent en place entre 8 et 9, ils n'ont pas encore les masques. Du coup, je me suis baladée dans le magasin. Je les ai pris en photo à la volée, comme ça, en train de travailler. Eux, ça leur a permis d'avoir des photos gratuitement que je leur ai filées. Ils étaient hyper contents. Et moi, ça m'a fait un terrain de jeu, d'entraînement, et ça m'a fait aussi des photos à montrer, à proposer en tout cas aux clients. Et le fait de les avoir montrés sur les réseaux sociaux et en story, en fait, tu sais, j'ai montré les photos comme ça. Et bien, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont commandé des photos reportages. Et du coup, en l'espace de, tu vois, entre juin et là, on est au mois de novembre, et bien, j'ai commencé à avoir des commandes. Et du coup, à chaque fois, je les montre. Je pense que le fait de les montrer en story, les gens se disent, ah, elle fait aussi ça, et viennent me voir pour ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est pas mal, pas mal développé. J'en ai pas fait 30 non plus, hein, mais j'en ai fait 5 ou 6 depuis cet été. Ça m'a permis de développer cette partie-là que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ces moments-là parce qu'on est avec les équipes, on échange et, euh, et c'est très intéressant de voir les gens travailler, de mettre aussi du contexte, des mains, de l'humain, des visages derrière tout ça. C'est magnifique en tout cas. Moi, j'étais fan, hein. J'ai vu, enfin, je trouve que, oui, comme tu dis, souvent dans les photos culinaires, on essaie de raconter une histoire, forcément, de créer un storytelling, mais je trouve que ce qui est magnifique, c'est qu'avec les photos reportages, bah, justement, on va encore plus loin. Enfin, moi, c'est mon point de vue, on va vraiment encore plus loin dans le récit que tu racontes enfin, je trouve que vraiment c'est génial parce que tu te sens vraiment en immersion et je trouve magnifique. Enfin, en tout cas, la manière dont tu le fais, c'est super beau. J'aime beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment tu t'organises, comment ça se passe en général, enfin, d'un point de vue, ou même, tu vois, le temps que ça te prend, enfin, comment tu fais un petit peu pour ces photoreportages? Alors en général, on est sur des demi-journées. Pour un restaurant, c'est quelque chose qui permet déjà de faire pas mal de photographies. Moi, je compte pas les photos, ouais. Perso, s'il y a 150 photos de bonnes dans le lot, je vais en envoyer 150 au client. À partir du moment où je les ai, je vois pas pourquoi je les garderai. Si ça peut lui être utile, je lui envoie. Et donc, je pars sur une demi-journée de shooting en général. Souvent, c'est le matin, de manière à ce qu'on puisse être en cuisine pendant la mise en place, la préparation des plats. Quand il y a des temps morts, j'en profite pour aller me balader dans la salle, pour faire des photos de la salle. Et aussi, moi, j'aime beaucoup les petits détails dans la vie en général et en photographie. Donc, j'aime bien aller prendre, je sais pas, un petit bout de tapisserie ou de chaise, en tout cas des petits détails comme ça que je trouve sympa. Pour les clients, ça leur fait aussi du contenu facile pour leur réseau et ça permet d'afficher une vision un peu globale de leur restaurant. Pas avoir qu'une vue de la salle de loin, ça permet de montrer plein de petites choses.
Donc, je fais comme ça. Et après, en fin de matinée, quand ils commencent à avoir des plats de près, ou en tout cas qu'ils ont tous les éléments de près, avant le feu, avant qu'il soit midi, midi et demi, qu'ils commencent à avoir des clients, je leur demande de me sortir des plats un à un. Et je vais aller les mettre dans la salle et les prendre en photo pour qu'ils aient des photos aussi des plats. Après, moi, j'essaye de me faire assez discrète. Enfin, souvent, les premières minutes sont assez difficiles, je comprends. On n'aime pas, personne n'aime se faire prendre en photo en général, ou pas grand monde en tout cas. Encore plus des cuisiniers, quand vous arrivez dans leur cuisine, qui sont en train de bosser, ils sont pas toujours sous leur meilleur jour aussi. On a des fois des lumières néons. Enfin, voilà, c'est pas. Donc, très vite, je leur dis, au début, ils sont là, ils me disent pardon, enfin, ou ils essayent, ou ils attendent derrière moi, je suis en train de prendre une photo, ils sont là en train d'attendre avec leur assiette pour passer. Et je leur dis, je dis, mais faites comme si je n'étais pas là, si je vous gêne, vous me le dites, n'hésitez pas. Moi, le but du jeu, c'est pas que je sois là dans vos pieds à vous gêner. Si je dis, faites votre vie et moi, je vais m'adapter. Des fois, je leur dis, je pousse juste ça parce que c'est dans le cadre et c'est pas très joli, tu vois, quand tu as un truc, j'en sais rien, ils veulent couper des herbes, ils te laissent, tu sais, la poche d'herbe en plastique à côté. Je vais juste pousser la poche d'herbe de manière à ce qu'on ait que le couteau. Et je dis, moi, je vais m'adapter, faites comme si j'étais pas là. Donc, j'essaye de faire voilà, les photos en cuisine dans la matinée, ou en tout cas dans le début de la demi-journée, pendant qu'ils sont en train de faire la mise en place. Quand il y a des temps morts et pour pas être aussi dans leurs pattes pendant 3 heures, je vais faire des photos de la salle, etc. Et après, je fais les photos de plats tout seul. Et s'il y a cette demande-là du client, des fois, quand la salle commence à se remplir, on va faire aussi quelques photos, soit avec des gens de dos, ou en tout cas derrière l'épaule, pour avoir des mains des gens en train de manger, ou des réactions des personnes. Ça, c'est plus rare. Et puis, il faut aussi avoir l'autorisation sur les droits à l'image des clients, etc. Donc, c'est différent. C'est à peu près l'organisation que j'ai. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est la mienne. En tout cas, ça a l'air top. Oui, je pense que c'est un bon conseil, comme tu dis, de mettre à l'aise les personnes, enfin voilà, les cuisiniers ou les personnes qui sont pas forcément habituées. Et bah, je pense que ça fonctionne bien, en effet, de faire comme ça, d'être un petit peu invisible. Et c'est là, à mon avis, que tu chopes un peu les meilleures images, un peu plus sur le vif, parce que c'est vrai que quand c'est posé, ou quand ils s'attendent à ce que tu les prennes en photo, souvent c'est un petit peu trop figé. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment une bonne approche. Et par rapport à ce que tu disais, justement, que tu envoies, enfin, s'il y a 150 photos qui sont bonnes, tu envoies les 150. Donc tu procèdes comme ça, mais tu les retouches toutes, ou alors enfin, comment ça se passe du coup? Non, je retouche tout. Quand je rentre de photoreportage, en général, j'ai beaucoup de photos. Il va falloir que j'apprenne à canaliser ça. Généralement, je rentre entre 600 et 700 photos quand je rentre d'une demi-journée. Donc, je fais tout le temps un premier pré-tri où je vais sortir. On travaille dans des conditions de lumière qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc, je vais sortir tout ce qui est flou, ou en tout cas tout ce qui ne me plaît pas, tout ce que je sais que je ne livrerai pas aux clients. Donc là, j'enlève déjà une partie. Quand j'ai des photos, des fois, il y a des photos qu'on a doublées, ou en tout cas sur des actions, tu sais, on va laisser appuyer, donc on va avoir 10, 13 fois la photo. Donc, je vais d'entrer sur la série d'actions, sélectionner celle qui est la bonne et enlever toutes les autres. Donc, je fais toujours un premier pré-tri comme ça sur Lightroom avec, tu sais, enfin, je sais pas si, mais la touche X pour faire photo rejetée. Donc, je passe les photos une à une, j'appuie sur X quand elles me plaisent pas. Donc, je les passe toutes, j'élimine les photos, enfin, je les efface même du disque dur, toutes les photos rejetées. Et après, je fais en général les retouches sur une, deux photos. Je vais appliquer à toutes les photos que je veux garder. Et après, une à une, je les reprends et je vais terminer les retouches si besoin. En général, tu sais, quand tu vas prendre par exemple toutes les photos de celles qui seront prises en cuisine, une fois que tu en as retouché une, si tu l'appliques à toutes les photos prises dans la cuisine, tu vas avoir plus ou moins la même luminosité, plus ou moins les mêmes réglages. Donc, ça va s'appliquer relativement bien. On va bouger 2-3 petits curseurs s'il faut sur certaines photos. Et pareil pour la salle, une fois qu'on a fait les retouches sur une photo de la salle, j'applique à toutes les photos et je les reprends une à une pour modifier quelques petits détails. Mais voilà, donc je retouche tout. Oui, j'envoie. Non, non, il est hors de question d'envoyer une photo au client pas retouchée. En tout cas, moi, c'est mon idée et j'essaye en général de faire une retouche qui soit un peu personnelle, à part si le client, c'est pas une demande du client, mais
Typiquement, le restaurant de sushi pour lequel j'ai travaillé, il y avait beaucoup d'inox et de verre et de matière bois. Après, c'est des sushis, donc on avait aussi pas mal de orangé au niveau de la nourriture, mais on retrouvait du vert et du orange. Et du coup, j'ai poussé ces couleurs-là sur les retouches et baissé les autres couleurs de manière à retrouver cette ambiance-là dans toutes les photos et d'avoir une colorimétrie qui correspond aussi à celle du restaurant quand tu rentres chez eux, de leur logo, de tout. Donc, c'est intéressant aussi de livrer des photos avec une retouche qui sera propre à ce client-là et dans lequel il va se retrouver. T'as raison, ça c'est vrai que c'est un point intéressant de vraiment garder en tête aussi le branding, l'image de marque du client et pas seulement de faire la retouche en fonction de nous, ce qu'on trouve joli, enfin des couleurs Oui, qui nous parlent à nous, mais justement, enfin c'est vrai que c'est un bon point parce que je trouve que souvent, forcément, nous on a nos préférences, comme tu dis, il y a certaines couleurs parfois qu'on préfère plus accentuées, plus saturées et d'autres moins. Mais c'est vrai, je pense que ton approche, c'est vraiment une bonne approche à garder en tête, de bien garder l'identité du client à l'esprit quand on fait les retouches. Mais non, en fait, je te demandais justement si tu retouchais les 150 photos. Bon, moi, je serais pas à l'aise non plus d'envoyer des photos pas retouchées, vu que c'est quand même ton travail et tu te dis que si après, ils les postent comme ça, qu'ils te mentionnent ou quoi, c'est pas super. Mais je te demandais ça parce que c'est vrai que retoucher 150 photos, c'est quand même c'est quand même un gros boulot. Après, voilà, ça dépend bien sûr. Tu as les techniques comme tu expliquais. Tu peux aussi, si tu appliques enfin voilà, si tu synchronises enfin voilà, si tu synchronises après la retouche à toutes les photos, ça va plus vite. Mais parfois, je trouve que quand on est un peu perfectionniste, tu vois, dans tes détails, après tu regardes toutes les photos et tu te dis ah non mais là il y a quand même une petite tâche, si je corrige ça, puis bon après ça prend vite du temps parce que ouais. 10 minutes, enfin 5-10 minutes par photo, 350. Voilà, d'où ma question. Mais donc toi, tu fonctionnes vraiment, enfin, c'est des packs, tu proposes des packs de photoreportages, une demi-journée ou Oui, en fait, c'est un tarif à la demi-journée qui comprend le photoreportage et la livraison des photos. J'explique toujours aux clients, en général, je leur dis, vous aurez au moins une cinquantaine de photos, mais après, ça peut être très variable. Là, les derniers restaurants pour qui j'ai travaillé, je pense que oui, il devait y avoir 100, 150 photos. Enfin, 150 photos, c'est sûr. Euh, du coup, après, je dis peut-être que la prochaine fois quand je viendrai, vous en aurez que 80 parce que là, on a fait beaucoup la salle, etc. Enfin, il y a plein de photos que si je reviens dans 6 mois ou dans un an, sont déjà faites et que enfin, voilà, qui n'auront aucun intérêt à être faites. Mais oui, moi, je fonctionne sur un prix. Ouais, c'est un pack en gros qui comprend le ok. photoreportage et la remise des photos, qui en est 50 ou 150. J'explique toujours aux clients que je ne peux pas garantir, ça va dépendre de plein de choses. Le nombre de photos. Mais que j'essaye toujours de leur en livrer le maximum et en tout cas d'adapter en plus à eux, à leurs besoins, parce que certains vont avoir plus besoin de photos de la salle, d'autres plus vraiment les plats un à un pour, j'en sais rien, leur carte ou un truc comme ça, ou d'autres veulent vraiment avoir de tout. Donc, ça dépend aussi de la demande et des conditions et de comment ça se passe sur place aussi le jour J. Génial. Après, oui, comme tu dis, si tu te protèges bien et que voilà, c'est clair dans le contrat, enfin voilà, dans les conditions de vente, que c'est minimum 50 photos et que ça peut être plus. Bon, voilà, je Voilà. pense que voilà, l'essentiel, c'est de bien se protéger pour éviter après des Oui, problèmes. des soucis, oui. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ton appareil photo, mais je voulais savoir pour les photos reportages, est-ce que enfin, j'imagine que tu utilises le même, mais que tu as peut-être des objectifs différents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Du coup, moi, je suis chez Nikon, j'ai le D750. J'ai un D7200 aussi, qui était mon ancien appareil, qui fonctionne encore très bien. Donc, le D750, c'est du plein format. Le D7200 est en moyen format. Quand je pars en photoreportage, enfin, des fois, j'y pense, des fois, j'oublie, mais j'essaye de prendre le D7200, en tout cas, au moins à la voiture, de manière à ce que si j'ai un souci avec l'autre appareil, j'ai un appareil photo de rechange au cas où. Après, j'ai un objectif, j'ai un 24-78 de chez Tamron. C'est celui que j'utilise beaucoup en photoreportage parce qu'il y a ce côté versatile où on peut zoomer, dézoomer. En tout cas, on peut l'utiliser beaucoup plus facilement en cuisine. Donc, la plupart du temps, j'ai celui-là. Après, j'ai un 85 mm fixe et c'est celui que j'utilise en deuxième. En général, je fais pas mal de photos 24-78. Une fois que je sais que j'ai eu
en tout cas les photos demandées par les clients. Je mets le 85 dessus et je vais me balader, je prends d'autres photos puisqu'en fait on a une approche un peu différente avec cet objectif-là. Donc c'est les deux que j'utilise le plus et j'ai toujours le 100 mm macro aussi dans le sac au cas où. Ok. Voilà, mais ça c'est pareil. Je me sers essentiellement du 24-75, enfin ou 24-78. Et après j'ai le 85 et le 100, plus quand je sais que j'ai tout. En tout cas, j'ai l'essentiel. Je vais mettre ces objectifs-là pour changer un peu de point de vue et pour proposer d'autres photos aux clients. Et le 85, c'est quoi comme ouverture focale du coup? C'est un 8. Et Ok, super. Donc ça peut être, oui, c'est sympa aussi pour ouais, c'est très des effets sympa, ouais. un peu plus artistiques. Mm, ouais, Génial. Bah écoute, top. Oui, c'est vrai, je pense que c'est une bonne approche comme ça. D'abord, bah voilà, avec celui que tu as, 24, ouais, c'est pas, enfin, 17-28, mais bon, peu importe, 78, c'est pas mal. Comme ça, tu es aussi plus flexible. Enfin, comme tu dis, tu peux, voilà, tu peux zoomer, dézoomer, et ça t'évite de changer c'est à chaque fois ça. l'objectif. Top. Et puis, on parlait tout à l'heure de la retouche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'organises plutôt bah, justement par rapport au traitement des images, enfin, un peu ton processus sauvegarde, rangement. Enfin, c'est pas le plus glamour, mais c'est quand même super intéressant. Encore une fois, je suis pas une grande organisée, mais j'y travaille. J'ai alors déjà pour le rangement des photos à la base, moi je mets toutes mes photos, j'ai sur mon ordinateur un seul dossier qui s'appelle photos, dans lequel en dessous il y a des gros sous-dossiers, donc famille, voyage, photos clients et photos perso, enfin photos food personnelles. Enfin, je l'ai appelé Confi Banane, donc c'est là où je mets mes photos pour Insta et pour le blog. Et après, dans ces sous-dossiers, si c'est pour les photos clients, j'ai des sous-dossiers encore avec chaque nom de client. Et dans chaque nom de client, soit les recettes, soit c'est rangé dedans. Et pour la partie confit banane, c'est pareil, c'est des gros sous-dossiers avec marqué soupe, plat, entrée, etc. Et je range à l'intérieur. Comme ça me permet, je trouve qu'avec cette hiérarchie-là, je retrouve très rapidement une photo. Si on me dit le cake, le bun cake à la vanille que tu as fait l'année dernière, ou en tout cas, même si on ne se souvient pas de la date, je sais que je vais aller dans gâteau, bun cake, et je vais là avoir au pire une dizaine de dossiers. Je vais très facilement retrouver mon cake à la vanille. C'est pas une organisation que j'avais avant. Avant, je fonctionnais, je crois, par année ou. Enfin, non, où j'avais même, je crois, toutes mes recettes dans le même dossier. Enfin, c'était une pagaille pas possible. À chaque fois que je cherchais quelque chose, je m'y perdais. Depuis que je fonctionne comme ça, je m'y retrouve très facilement et très rapidement. Donc ça, c'est pour la partie organisation de dossier. Sur Lightroom, j'utilise pas énormément les tags. J'en ai pas pris l'habitude. J'essaye de m'y mettre là petit à petit. Et ce que je fais, c'est que dès que j'importe toujours mes photos via Lightroom la plupart du temps. Donc directement sur Lightroom. Ok. Dans le mode importer, je vais changer le nom de manière à ce qu'elle s'importe avec le nom aussi de la recette. Donc, ça permet sur Mac, ne serait-ce que de retrouver très facilement après la recette en tapant un ou deux éléments du nom de la photo. Et je vais les placer directement aussi via le module importer dans le dossier où je veux les ranger. Donc, d'abord, je les importe. Comme pour les photos clients, je fais toujours ce premier tri où je vais enlever toutes les photos que je sais que je ne garderai pas et en tout cas, ou qui sont floues, ou enfin voilà, ou qui fonctionnent pas. Donc je les passe toutes une à une et avec la touche X, je rejette les photos. S'il y en a une qui me plaît vraiment, j'utilise par contre beaucoup le système de notation et de drapeau sur Lightroom. Je sais pas si Oui. moi je l'utilise beaucoup. Donc s'il Et y en a qui me plaisent, le drapeau ouais, juste. Ah bah pardon, parfait. T'étais en train d'expliquer, c'est top. ouais, en fait, les photos, on peut leur donner soit une note entre 1 et Mhm. 5 ou soit une couleur, jaune, rouge, bleu, enfin je crois qu'il y a 5 couleurs. Ouais. Et du coup, s'il y a des photos qui me plaisent vraiment beaucoup, je vais de suite leur attribuer. Alors moi, après, j'ai un code couleur. Quand je les marque en rouge, c'est les photos que je vais utiliser pour Instagram. Et quand je les marque en jaune, c'est quand j'ai fini la retouche pour envoyer soit au client ou soit pour moi pour sauvegarder. Ce qui fait qu'à la fin, quand j'ai retouché toutes mes photos, je mets afficher que les photos qui sont marquées en jaune ou que celles qui sont marquées en rouge. Et du coup, j'en oublie pas et je vais les exporter directement. Donc ça, je trouve que ça sert énormément. Et quand je les passe toutes,
au début, s'il y a des photos qui me plaisent vraiment beaucoup, je vais de suite leur donner une note, notamment 3, 4 ou 5. Comme ça, je les note et après, je peux afficher que les photos auxquelles j'ai donné une note et j'ai de suite la sélection des meilleures photos que j'avais vraiment envie de garder. Donc ça, je l'utilise beaucoup. Les étoiles, en tout cas, la note, quand je les passe une à une pour celles qui me plaisent le plus, pour les retrouver facilement. Et les drapeaux, je les utilise une fois que la retouche est finie. J'utilise ce système de drapeau. Jaune, c'est quand la retouche est finie. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon système à moi. Rouge, c'est pour Instagram. Et des fois, pour certains clients, il leur faut à la fois des photos pour les réseaux et pour Instagram. Et du coup, si je double la photo, je vais en marquer une en vert, par exemple, pour Insta et une en rouge pour son site internet. Et du coup, après, je peux exporter au bon format en fonction des photos. Je fais afficher, par exemple, en vert. Je vais avoir toutes mes photos pour Instagram pour le client. Donc, je peux lui exporter en 350 pixels directement et toutes les autres que je vais soit en HD ou un truc comme ça en fonction de la demande. Donc ça, je m'en sers beaucoup. Voilà. C'est top, franchement, c'est une bonne manière de procéder. J'utilise aussi moi les notations avec étoiles, mais justement pour Instagram, j'avais pas encore vraiment trouvé la bonne manière de procéder. Enfin, parfois, oui, j'exportais des photos, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée aussi de faire cette présélection. Enfin, moi, j'ai aussi commencé à faire des petits systèmes de drapeaux. J'avais testé aussi par saison pour après, tu vois. Par exemple, l'année prochaine, tu te dis, ah ouais, tiens, je posterais bien une recette d'automne. Bon, bah, on refiltre ou quoi, mais je pense que c'est une très bonne idée. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser les tags, à mon avis, pour, tu vois, mettre les tags automne sur toutes les photos et les drapeaux, s'en servir plus pour retrouver après au sein de chaque dossier les bonnes photos. Si je reprends un vieux dossier, par exemple, là, l'autre jour, j'ai ressorti des photos de soupe que j'avais pris l'année dernière. Je suis allée dans le dossier soupe, j'ai appuyé de manière à afficher que mes photos que j'avais marquées en jaune. Et du coup, j'ai pas besoin, c'est un dossier où j'avais pris beaucoup de photos. J'ai pas besoin de chercher les photos que j'avais déjà retouchées, qui étaient bonnes, qui me plaisaient. J'appuie sur jaune. Enfin, j'ai toutes les photos que j'avais déjà retouchées et qui étaient les plus canons de la série. Et je les ai directement. Et après, c'est un gain de temps énorme, quoi. Ouais, je note, je trouve très bien. Et tu les retouches déjà au format Insta sur Lightroom ou pas? Ou tu les exportes telles quelles? Alors, si c'est des photos que je vais utiliser pour Instagram, oui, je les crop au 4/5e de suite. Ok. Comme ça permet de suite de savoir comment, parce que des fois, c'est assez frustrant quand même de ne pas pouvoir les avoir en entier. Et je trouve qu'on peut plus facilement choisir le cadrage qu'on veut. Et du coup, alors, ça dépend. Parce que moi, j'utilise beaucoup le système je sais pas comment on dit, de synchronisation entre Lightroom mobile et Lightroom PC. Du coup, mes photos, une fois que je les ai préparées pour Insta sur l'ordi, je les glisse dans un dossier qui est synchronisé pour les retrouver directement sur mon Lightroom mobile. Donc, je les exporte pas, je les exporte après directement de mon téléphone pour les poster. Mais quand je fais de l'Instagram pour mes clients, du coup, effectivement, je les crop déjà au 4/5e ou au 1/1 en fonction de leur demande et je leur exporte au format Instagram qui est 1350 pixels max de bord large. Donc comme ça, ils les ont directement au bon format. Ils n'ont pas des photos. Déjà, moi, ça me prend moins de temps de leur envoyer parce que ça ne sert à rien de leur envoyer des photos qui font 1 giga chacune alors qu'ils vont les utiliser que pour Instagram. Et si en plus on a vendu les photos que pour de l'Insta, et ben voilà, ils les auront au bon format. Donc ça, c'est comme ça si c'est pour un client, et si c'est pour moi, non, je passe par le téléphone. Et là, j'avoue que quand j'exporte, je fais pas gaffe forcément au format. J'ai pas regardé à quelle taille il exportait les photos. Mais en tout cas, oui, que ça soit pour moi ou pour le client, en tout cas, je les recadre et je les crop au bon format. C'est top, c'est aussi un bon conseil. C'est vrai que c'est une bonne approche comme ça. On évite après d'être frustré par Insta qui nous crop automatiquement, alors que nous, on n'est pas tout à fait. Qu'on aurait voulu que ça soit pas tout à fait positionné comme ça. Bon, même si on peut ajuster, mais c'est vrai que sur Lightroom, c'est quand même mieux. Et petite parenthèse Insta, du coup, parce que tu me disais que tu synchronisais directement pour avoir les photos sur ton téléphone. Donc, toi, pour tes posts Insta, est-ce que tu utilises un système de planification, enfin un planificateur ou non? Non.
Bah oui, la spontanée Sabine. SS. Ouais, c'est ça. Non, j'ai beaucoup de mal à programmer. J'ai essayé plein de fois. C'est rigolo parce que j'en parlais hier justement avec une copine qui est aussi sur les réseaux et qui est professionnelle. Donc c'est pareil, qui utilise Instagram comme outil à la fois professionnel et personnel. Non, non, c'est une catastrophe. À la fois, je me suis un peu détachée d'Instagram depuis quelques mois. Je me mettais une pression énorme avec ça avant. Je, enfin, j'étais un peu rentrée dans le côté malsain d'Instagram. Moi, j'ai un peu du mal à ce côté tout parfait, tout est calculé, etc. Alors, il faut que je fasse attention des fois parce qu'effectivement, mon compte Instagram reste quand même un compte pro. En tout cas, je suis suivie par certains clients. Donc, des fois, il y a des choses qu'il faudrait peut-être que je mesure ou en tout cas auxquelles il faudrait que je fasse attention. Mais je considère que c'est quand même mon espace à moi où j'en fais ce que je veux. Et du coup, je me suis détachée un peu de ce côté-là professionnel il y a quelques temps. Du coup, je me mets moins la pression pour poster. S'il n'y a pas de post pendant une semaine, il n'y a pas de post pendant une semaine. Je sais que c'est pas bien. Je peux ne pas poster pendant 15 jours et après poster 4 photos à la suite pendant 4 jours de suite. Je fais quand même un peu attention. Je poste pas en plein milieu de l'après-midi ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai envie que cette spontanéité soit aussi dans l'écriture parce que voilà, poster une photo, c'est pas compliqué, hein. Moi, je trouve le plus dur, ça va être bon, déjà d'avoir suffisamment de contenu à poster. Puis c'est aussi ce petit texte qui accompagne. Là, bon, des fois, on n'a pas envie de s'embêter, on met 3 lignes et puis voilà. Moi, j'aime bien essayer de discuter et c'est pas toujours facile de savoir quoi écrire. Ça prend du temps aussi d'écrire ces posts Instagram. Et quand j'ai essayé de programmer à chaque fois, et ben, j'étais vachement bloquée par rapport à ça parce que je me disais, bon, ça va être publié mercredi, mais en fait, mercredi, je sais pas dans quel état d'esprit je serai, je sais pas comment ça sera passé ma journée. Là, j'avais programmé une soupe, mais pareil, j'aurais envie de cookies mercredi et j'aurais eu envie de poster une photo de cookies au final. Donc voilà, en fait, ce côté spontané, j'ai envie de le retrouver aussi dans mes publications et du coup, je n'arrive pas à programmer. Pourtant, comme on disait tout à l'heure, ça serait quand même pas mal de charge mentale en moins, même si maintenant le fait de m'être détachée, la charge mentale Instagram a beaucoup diminué. Mais voilà. Mais la copine avec qui je discutais hier m'a fait une remarque très juste, m'a dit, tu pourrais quand même programmer, par exemple, quand tu fais quand tu montres les retouches que tu as fait ou tu vois, quand je fais des explications de photos, elle me dit ça, c'est des choses que dans tous les cas, tu peux te programmer puisque là, c'est pas de l'instantané. Elle dit ça, tu pourrais le lundi, par exemple, te bloquer 1 heure ou 2, faire tes visuels, te les programmer sur 1 ou 2 jours dans la semaine et tu aurais déjà ça de fait et ça de moins à faire, effectivement. Mais sur les posts, non, j'arrive pas à programmer et ça serait bien, mais j'y arrive pas. Je comprends. C'est vrai que bah, parfois on voit des créateurs de contenu qui disent bah je me bloque un jour et je programme les posts pour tout le mois. Mmh. Alors moi en général je planifie mais pour la semaine. Mais pareil, j'avoue que ça m'est déjà eu arrivé d'arriver, enfin de finalement un jour recevoir, enfin je planifie, mais je reçois toujours quand même les petites notifications pour faire le post manuellement. Puis c'est vrai que parfois tu te dis bah c'est ça, tu te dis ah zut, ou ça met, bah parfois j'ai dû changer à la dernière minute parce que par exemple, je sais pas, c'était l'été, j'avais planifié des glaces, mais tout d'un coup, vu qu'on a eu un été un peu pourri, il pleuvait, il faisait 18 degrés. Bon, bah, on va peut-être pas mettre les glaces. Ou alors, faut que je change le texte parce que, bah, faut plutôt que ça soit humoristique. Donc, je comprends. C'est vrai que de ce côté-là, il y a un peu une contrainte. Moi, je trouve que c'est pas mal de planifier peut-être pour la semaine à venir parce que, bon, en général, ça va. En une semaine, il n'y a pas trop de bouleversements. Mais c'est vrai que de planifier pour le mois, ça commence à devenir un peu trop, ouais, un peu trop, enfin, trop lointain. Enfin, je suis d'accord avec toi. Et, ah oui, peut-être, c'est juste encore un petit peu, vu que c'est super intéressant, on parle de trop de sujets. Pour Insta, est-ce que tu peux peut-être nous donner donner un conseil aux personnes qui nous écoutent pour se détacher? Parce que je suis d'accord avec toi, ça peut vite devenir malsain et on peut vite beaucoup se stresser quand voilà, il n'y a pas les retours escomptés non plus. Voilà. Je sais pas, je suis pas très bonne conseillère là-dessus parce que j'ai un peu connu les 2 côtés. En tout cas, essayer de plaire à tout prix, de faire un truc, tu sais, parfait, que ton feed soit uniforme, que ci, que ça. Ça a pas plus marché que quand j'étais plus spontanée. Donc Ok.
Je sais pas, je pense qu'après la régularité est importante. Là, ça faisait longtemps que j'avais pas posté, tu vois, la semaine dernière. Ouais. Enfin, tu vois, depuis 10 jours, je m'y suis remis, j'ai reposté des photos que je n'avais jamais postées. Parce que des fois, par exemple, cet été, j'ai pas eu le temps de faire des photos beaucoup. Du coup, j'ai posté des photos que j'avais déjà postées, ou en tout cas de la même série. Donc, ils avaient déjà vu plus ou moins. Ça réagissait pas trop. Là, le fait de faire des nouvelles choses, je pense que apporter quelque chose de nouveau est assez important. Et à mon avis, il n'y a pas de secret. Pour que ça marche sur Instagram, il faut que les gens ils y trouvent quelque chose dont ils ont besoin. Donc, que ça soit des recettes, des conseils. Voilà. Si c'est juste leur balancer une belle photo, comme on le fait beaucoup, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans l'aide, dans le conseil, etc. Si c'est juste envoyer des belles photos pour en mettre plein les yeux, les gens vont liker, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont vite se désintéresser de tout ça. En tout cas, il faut leur apporter quelque chose. Il y a pas, je trouve que tant qu'on va apporter quelque chose aux gens, s'ils vont retrouver quelque chose qui les intéresse, ou en tout cas, si on leur apporte un plus, ça va forcément mieux marcher. Après, de nos jours, se démarquer sur Instagram, je pense que c'est très compliqué. Je pense que le meilleur conseil, c'est quand même d'être soi, quoi. Si on fait quelque chose qui nous ressemble, on va faire quelque chose qui est unique, logiquement, puisqu'on n'est pas deux pareils dans le monde. Et du coup, si ça nous ressemble, eh ben, logiquement, ça sera unique et logiquement, on va se démarquer. Tout ce qui est de suivre les tendances, etc., moi, j'avoue que je suis pas forcément pour. Après, j'ai toujours été comme ça aussi dans la vie, donc c'est peut-être aussi mon côté un peu rebelle et différente, je sais pas. Mais je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est de pas faire pour plaire aux autres, mais faire pour se plaire à soi, et en tout cas faire quelque chose qu'on aime. Et toi, pour prendre de la distance, est-ce que t'as une reco pour, un conseil justement pour se détacher, mais se détacher dans le sens d'être parfois moins impacté, moins, tu vas pas se remettre en question si quelque chose a moins bien marché que prévu? Je pense qu'il faut pas oublier que tout ça, c'est quand même du virtuel, quoi. Nous, tout le monde nous plaît pas, donc on peut pas plaire à tout le monde. Déjà, c'est la première chose. On est tous aussi, on a tous nos périodes où on va être moins sur les réseaux, alors que ça soit en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que visiteur, en tout cas de gens qui se promènent. Moi, il m'arrive de passer une demi-heure sur Insta, de regarder les photos et sans passer à rajouter un petit cœur, alors qu'il y a des photos qui m'ont plu, mais c'est juste que je vais être dans un truc où je regarde vite fait, je scrolle et je vais pas forcément liker. Et je me dis que les gens sont pareils, donc il y a plein de choses qui vont jouer. Il va y avoir peut-être que c'est un week-end où tout le monde est parti en vacances parce qu'il faisait beau. Peut-être que les gens étaient, c'est la rentrée, ils sont pas dans ce mood-là d'aller passer une heure sur Instagram à liker. Faut pas forcément à chaque photo qui a pas marché se remettre en question et dire mince, qu'est-ce que j'ai raté, j'aurais pas dû faire ça, ou non. Les gens qu'on a en face de nous sont des humains aussi. Peut-être qu'ils ont tout simplement oublié de liker, peut-être que il suffit que les 15 premiers aient vu la photo et pas liké. On va être moins vu aussi dans le feed qui va apparaître. Donc forcément, si on a moins de visibilité, il y a moins de pourcentage de chances qu'on soit liké. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Alors après, effectivement, hein, il faut regarder. Moi, je sais que si je poste une recette sucrée, j'aurai 10 fois plus de likes que si je poste une soupe. Enfin, la plupart du temps. Donc, je sais ce qui peut fonctionner et ce qui fonctionne un peu moins. Mais au bout d'un moment, je vais pas poster que des gâteaux ou que du chocolat. C'est pas possible. Mais voilà, il faut aussi se dire que tout ça, c'est virtuel. Il y a des humains derrière qui ont eux aussi une vie, des contraintes, autre chose à penser, et qu'on n'est pas tous derrière nos réseaux, et que on n'est pas. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'est pas ce qu'on fait, quoi. C'est pas parce qu'une photo est moins likée qu'on est moins important, moins intéressant, ou moins bon ce soir-là quand on va aller se coucher. On a fait notre job, et voilà. Si nous, la photo nous plaît, même si elle n'est pas likée, le plus important, c'est que nous soyons satisfaits de tout ça. Et enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut se détacher de tout ça. Ça reste quand même quelque chose de très, très virtuel. Il y a quand même l'enjeu forcément professionnel pour ceux qui veulent en faire un métier, ou en tout cas pour qui c'est une vitrine de son travail. Mais il faut quand même garder ses distances et pas en venir, je pense, à des choses où moi, je me rendais malade si j'avais pas posté, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas normal d'en arriver là Mmh.
pour une application qui sert juste à poster des photos. Ouais, puis il y a une machine derrière. Enfin, ouais, c'est un algorithme. Ouais, il y a pas d'humain, il y a pas de. Enfin, parfois, c'est vrai que certaines photos qui, a priori, sont moins. Enfin, voilà, avec. Enfin, plus simples et tout, ou même prises sur le vif, enfin, voilà, n'importe comment, peuvent mieux fonctionner. Enfin, oui, enfin, comme tu dis, il y a plein de paramètres. Donc, tu as raison, c'est bien aussi de prendre de la distance. Je pense que c'est super important. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.